Bienvenue sur la chaîne du Wellbeing Museum, la chaîne du mieux-être et du bonheur. Donc alors aujourd'hui, nous sommes pas à Paris, nous sommes à Annecy, avec vraiment l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre chaîne Alexis Quach. Alors Alexis, nous nous sommes connus en fait lors de ton événement, de le congrès qui s'appelait l'Éveil. Tout à fait. Qui était un très très grand congrès donc à Annecy, qui a eu énormément de succès avec des grandes têtes aussi, quand même Laurent Gounel, Frédéric Lenoir, avec des personnes vraiment porteuses de ce que tu voulais tout à fait, ouais. donner sur la confiance. Donc c'est ça. vraiment sur la conscience. Sur la C'était conscience. vraiment très très important. Un congrès que tu as organisé aussi avec Angèle François. C'est ça. Donc c'était vraiment un grand succès, et en même temps tu es donc le créateur de l'écosystème qui s'appelle Méta-Humain, qui est l'éveil de l'âme, la libération énergétique et l'accomplissement personnel. Et si le bonheur commençait par une simple décision? The Happy Rise est une invitation à s'écouter, apprendre à écouter ce qui vibre en nous et à remettre la conscience au cœur de chaque choix. Dans l'entreprise, c'est un chemin vers un leadership plus humain, plus inspiré, plus vivant, partagé et durable. Dans la vie de tous les jours, c'est apprendre à s'aligner, faire les choix qui vous ressemblent et vous rendent heureux, à retrouver la joie du sens. Savoir décider en conscience, c'est choisir d'agir avec le cœur. C'est faire émerger la joie, le sens et le bonheur. Hugues Allard. Rejoignez The Happy Rise. Donc tu organises donc des séminaires qui sont que tu as appelés Origine. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Alexis? Tout à fait. Effectivement, tu as résumé dans les grosses lignes le cœur de ce que je propose aujourd'hui. Effectivement, donc l'écosystème méta-humain va se baser sur plusieurs piliers et plusieurs axes, dont les séminaires, les stages, les retraites, également du coaching individuel et coaching de groupe, et là pour 2026 de la formation à ma méthode en lien avec la maîtrise de l'énergie vitale et de la médecine énergétique. Donc effectivement, le gros de ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, ce sont les expériences origines, qui sont des stages et des retraites autour de l'activation et de la maîtrise de l'énergie vitale, selon les précieux enseignements de maîtres du coup chinois, dont j'ai pu devenir héritier en 2019 du coup en Chine directement au temple. Et s'en est suivi toute une aventure assez folle derrière. Donc ça c'était en 2019, et depuis 2019 du coup j'organise stages, séminaires, formations, coaching, etc. Et l'idée c'est d'aller encore plus loin, et je pense qu'on aura l'espace de pouvoir en parler sur cet échange. Et effectivement, l'événement qu'on a proposé avec Angèle, Aura Experience, donc l'événement, le congrès L'Éveil, du coup, on a rassemblé, l'idée c'était de rassembler des personnes qui ont un vrai message à faire passer autour de la conscience et de ces thématiques-là, tout simplement pour œuvrer et contribuer à plus d'éveil et de conscience dans ce monde, tu vois. A été une étape supplémentaire, comme il y en aura plein d'autres derrière, le but étant de pouvoir rassembler l'humain autour de ces causes qui me semblent être fondamentales aujourd'hui, qui touchent à l'être, qui touchent à la conscience et qui touchent à l'humanité, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une réponse assez vaste pour une question qui est large aussi, et je pense qu'on va avoir l'espace de creuser tout ça. Donc tu as dit que tu étais l'héritier d'une certaine maîtrise aussi ancestrale chinoise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment on t'a nommé héritier, et comment ça s'est passé cette passation? Ça a été quelque chose de très miraculeux, je dirais. Ma vie est faite de pas mal de petits miracles, tu vois. Et on en parlait tout à l'heure un petit peu en off par rapport à la pensée créatrice et ce genre de choses. Ça fait un bon 10-12 ans maintenant que j'étudie les lois, justement, qui gouvernent notre univers, qui gouvernent l'humain aussi, d'un point de vue holistique. Et je tente tant bien que mal de mettre en application ces principes-là pour tout simplement être le bâtisseur de ma réalité. Et je m'intéresse à la médecine énergétique à mes 18 ans, aux alentours de 2015-2016, quelque chose comme ça. Et ça devient une passion. Littéralement, ça devient une passion. J'en fais mon point de focalisation premier. Un désir ardent vers le fait de comprendre et d'assimiler toutes ces choses qui touchent au monde subtil et vibratoire. Parce que tu te rends compte que tu es un être énergétique et vibratoire qui évolue dans un monde énergétique et vibratoire, et qu'on a tout intérêt à comprendre ces mondes-là pour pouvoir avancer de la manière la plus épanouie et accompli possible au sein de cette vie, tout simplement. Et de fil en aiguille, donc j'ai rencontré la médecine énergétique vers mes 18 ans, et 4 ans plus tard,
je rencontre ces enseignements que j'enseigne aujourd'hui, qui est un Qigong ancestral, donc ça s'appelle le Meiwa Qigong. Et par tout un tas de circonstances relativement inopinées, du coup, je me retrouve donc dans un premier événement, c'était en 2019, janvier 2019, je découvre cet enseignement qui a littéralement transformé tout mon rapport à la réalité et à ce que je suis aussi fondamentalement. Je pensais savoir beaucoup de choses sur tout ce qui touchait à l'énergie, la médecine vibratoire, etc. Mais en fait, j'étais loin du compte. Et je me suis mangé une véritable claque. Il s'est passé énormément de choses pendant ces 3 jours où j'ai découvert ces enseignements, notamment ce qu'on appelle l'activation du chi. Donc, c'est des choses dont on pourra reparler potentiellement. Et en fait, j'ai senti pour la première fois la vie et mon énergie vitale circulait abondamment à l'intérieur de moi. J'avais déjà fait des soins énergétiques, j'avais déjà fait 2-3 petites choses, je m'étais initié au Reiki jusqu'au 3e niveau, magnétisme, PNL, sophrologie, un peu d'hypnose, etc. Donc j'avais appréhendé ces mondes, mais pas avec ce niveau de profondeur-là. Parce que cet enseignement est un enseignement qui est resté hermétique pendant 17 générations. Donc hermétique, c'est-à-dire caché. Et Grand Master Tsai, qui était mon maître, qui est décédé quelques mois après le fait que je sois parti en Chine, ce qui est totalement fou aussi en termes de fenêtre d'opportunité, portait du coup cet enseignement et avait à cœur de le divulguer au plus grand nombre. Parce qu'il est fondamentalement transformateur, tant d'un point de vue corporel et physique, parce que le Qigong, c'est avant tout un art de longévité et de rajeunissement, parce que quand tu éveilles et travailles ton énergie vitale et lui permets de circuler de manière libre et intense dans tout ton système, les premières sphères de toi qui en bénéficient sont tes cellules, tes organes, tes viscères, etc. Ensuite, ça s'alchimise, ça passe par différents centres, ça passe par le monde émotionnel et le monde du mouvement, et ensuite ça passe dans des sphères encore plus subtiles pour t'amener à des ouvertures spirituelles très fortes. Donc, c'est une voie directe à l'éveil et à l'accès à son pouvoir, sur le fait de reprendre son pouvoir sur sa multidimensionnalité. Je ne sais pas si c'est clair. Bien sûr que c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. Et pour répondre du coup à ta question, parce que du coup j'ai une facilité à m'éparpiller. Pour répondre à ta question du coup, donc je découvre cet enseignement en 2019. Je reste très proche des organisateurs parce que ça a été une véritable révélation, ce qui s'est passé pour moi. Et je les suis en tant que staff sur les mois qui ont suivi, sur 3-4 mois en Guadeloupe, en France, etc. Et Grand Master Tsai arrive en France, il avait quoi ? Il avait 75 ans, 80 ans, quelque chose comme ça. Il est arrivé en France pour la première fois avec son cercle intérieur sur un événement à Paris, il y avait 80 personnes, ou 100 personnes, je ne sais plus. Et du coup, moi j'étais en tant que staff et il nous a proposé en fait de partir en Chine avec lui et son cercle intérieur américain 2 mois plus tard pour justement se faire former à l'approche que je développe aujourd'hui, notamment autour du Qi Cleansing, des enseignements que je propose à travers mes stages. On part 1 mois et demi là-bas. Et là-bas, ce qui se passe, c'est que c'était un mélange entre formation et échange culturel entre l'Orient et l'Occident, où nous, on représentait un petit peu... C'était un peu politisé, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on allait un peu d'école de Kung-Fu à école de Kung-Fu, et il y avait des médias qui venaient, on est passé dans des journaux et sur des télés, du coup, en Chine. Peut-être que c'était de la récupération politique. C'était pas de la récupération, c'était parce que Grand Master Tsai était président international de Meiwa, de l'association Meiwa International, qui est une des plus grandes associations martiales de Chine. Et selon ce qu'on nous a partagé en tous les cas, la femme du président chinois était en lien avec cette association. Et on l'a vu aussi donc en allant dans toutes les écoles qui sont en lien avec Meiwa. On portait notre t-shirt avec le logo. Les Chinois là-bas nous reconnaissaient, nous disaient quoi, vous faites partie de Meiwa, etc., etc. Et donc du coup, on a vu que c'était une association qui était vraiment présente là-bas, qui construisait des villages aussi, et beaucoup des fonds que Grand Master Tsai du coup pouvait réunir de X ou Y manière allaient directement dans certains de ces villages pour aider certaines populations à pouvoir justement avoir accès à du logement, ce genre de choses. Et dans une des villes, il y a un temple, et donc du coup c'est le temple de Meiwa. Et on a été là-bas sur une journée du séjour, et donc du coup il y avait tous les gardiens de cet héritage qui étaient présents, et on a eu une véritable cérémonie de reconnaissance avec plein de gens qui nous ont accueillis, on avait des tenues officielles, etc. Et tu vois, avec le recul, je me dis, mais c'est fou à quel point... Tu vois, j'étais dans le bus, je suis arrivé au temple, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Parce que pour moi, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, tu vois. Mais là, je découvre tout ça il y a 4, 5, 6 mois. Là, je vais devenir héritier, 19e génération d'un enseignement qui existe depuis
18 générations du coup avant moi. C'est fort ce qui se passe, tu vois, c'est fort. Et donc du coup, on a été reconnus administrativement, officiellement et spirituellement comme gardien de cet enseignement directement là-bas. Après, je suis revenu en France et on a commencé à organiser nos premiers événements. Donc c'était un enseignement qui était caché. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, il y avait une diffusion beaucoup plus large? Et j'imagine que tu es français, mais tu avais d'autres populations aussi, d'autres nationalités qui sont venues, qui ont été héritiers en même temps de cet enseignement? Tout à fait. Du coup, Grandmaster Tsai, il est né à Taïwan. Il a vécu toute sa vie à Chicago, aux États-Unis, et son cercle intérieur et ses élèves, sa garde rapprochée, c'était des Américains. Peut-être qu'il y a eu 2-3 autres ethnies qui sont venus se greffer à tout ça, mais c'était essentiellement US. Et il y avait 2 Français, du coup, qui sont partis aux États-Unis le rencontrer, se faire former avec lui, qui sont revenus en France avec ses enseignements. Et c'est là que j'ai découvert tout ça. Et la force des choses a fait que les choses se sont passées de cette manière-là. Et il est décédé quelques mois après. Et si je n'avais pas été à ce voyage, je n'aurais pas eu l'opportunité de pouvoir avoir accès à ce que je peux proposer aujourd'hui et de pouvoir créer les espaces qui peuvent être créés aujourd'hui grâce à tout ça, quoi. Donc c'est un enseignement qui t'a transformé. Tu parlais tout à l'heure de PNL, enfin des choses peut-être plus psychologiques, et là c'est plus lié au corps, si je comprends bien. C'est plus lié au corps. Donc du coup c'est un Qigong. Ce qu'on propose, c'est du Qigong ancestral, comme je te l'ai dit un peu plus tôt. Le Qigong, souvent c'est associé à quelque chose pour les retraités dans les parcs où on a mal aux articulations, on se demande un peu qu'est-ce qu'ils font, c'est un peu abstrait, alors que ça va bien plus loin que ça et ça nous concerne tous. Dans le sens où le Qi, c'est le prana, c'est le souffle de vie, c'est l'émanation primordiale de l'être humain qui vient, entre guillemets, qui vient s'enraciner dans ce corps. On en a parlé au congrès de l'éveil, peut-être que c'est mon corps qui est dans ma conscience et non pas ma conscience qui est dans mon corps. Je vais faire la parenthèse. Mais en tous les cas, le Qi, c'est cette émanation primordiale. Et le Kong, ça veut dire le travail ou la maîtrise. Donc le but du Qigong, avant de se faire du bien aux articulations, c'est de relier, de travailler à la reliance à ce qu'il y a de plus profond et de plus originel à l'intérieur de moi et de lui permettre de pouvoir s'exprimer et s'expandre dans l'entièreté de ma multidimensionnalité, à savoir mon corps physique pour commencer, puis ma sphère astrale émotionnelle, ma sphère mentale, éthérique, et après on va encore plus loin. Parce que en te recalibrant sur le souffle, grâce au corps et à la posture, à l'intention et à l'attention, tu repermets à ce que tu es fondamentalement dans l'essence de pouvoir être totalement au-delà des enjeux du mental, de l'ego, de toutes les histoires que tu te racontes. Et c'est pour ça que je me suis énormément intéressé à tout ce qui touche à la PNL, aux neurosciences, à l'épigénétique, à l'hypnose, à tout ce qui touche à l'inconscient, à la psyché, parce que le Qi, l'approche du Qi et du Qigong ne se résume pas à faire 2-3 respirations et à suivre des protocoles, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre avant d'être une pratique à proprement parler. Et si, dans ton quotidien, tu n'as pas de maîtrise consciente sur tes pensées, sur la manière dont tu gères tes émotions, tu diriges ton attention, eh bien, tu es une passoire trouée. Tu auras beau faire tous les exercices pour accumuler du Qi, te rendre ouvert à toute l'énergie disponible à chaque instant. Si au quotidien, tu crées la déperdition de par ton hygiène de vie mentale, émotionnelle, physique, tu es une passoire trouée en fait. Donc on a tout intérêt à travailler d'une manière holistique et c'est ce que je propose à travers mes stages, notamment, et mes mentorats. Donc il y a une sorte de recentrage avec, et puis de compréhension de soi, et fait. après il y a une hygiène de vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'intégrer dans sa vie quotidienne, tout ton enseignement? Au-delà en fait, c'est ça, c'est vraiment un art de vivre. Souvent on dit hygiène de vie, tu sais, comme quelque chose de il faudrait que... Je sais pas comment expliquer ce que j'ai envie de te traduire, mais tu vois, te prendre soin de ton corps physique, on le voit, c'est un essentiel. Te laver les dents, te laver les cheveux, je sais pas, des choses basiques pour pas être... le terme n'est peut-être pas bon, le bon, mais un pouilleux, tu vois, d'une certaine manière, où tu deviens malade, ton corps se désagrège parce que tu n'établis pas simplement ce qui est bon pour ton corps physique, tu vois. Et au-delà de voir la pratique comme quelque chose d'extérieur à soi, et qu'il faudrait rajouter dans sa vie, c'est plus en fait comment je peux donner à mon être ce dont il a fondamentalement besoin et pas le voir comme un truc que je dois faire 36 fois par jour ou 18 fois ou 5 minutes ou quoi que ce soit, mais c'est au quotidien, dans chaque respiration, dans chaque regard, dans chaque mot. Et effectivement, plus tu vas l'implémenter au quotidien, plus ça fait partie de toi vers l'extérieur,
plutôt qu'un truc que tu dois venir rajouter. Oui, donc d'éviter d'être bon élève, en fait, et d'appliquer des choses, des méthodes qu'on va vous inculquer, comme des moutons, quelque part, mais surtout les intégrer et vivre pleinement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, d'une certaine manière, c'est ça. Après, je pense que tu vois, l'enseignement se fait de différentes manières et en fonction de chaque être humain aussi, c'est très subjectif. Et parfois, il est bon de répéter de manière acharnée et assidue un geste. Tu vois, je sais plus qui disait, je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais et que tu as pratiqué une seule fois, mais j'ai peur à en mourir du seul coup que tu connais et que tu as pratiqué 10 000 fois. Donc littéralement, pour pouvoir atteindre un niveau de profondeur et de verticalité dans un enseignement, il faut y aller. Il faut répéter. Parfois de manière très machinale. Ensuite, ça s'installe dans ta vie et ça devient ce qu'on appelle une compétence inconsciente. Et c'est là que ça s'ancre à l'intérieur de toi, en fait. Donc par rapport à ça, effectivement, l'idée, c'est pas de répéter pour répéter, mais c'est de répéter avec intention. Et c'est ce qu'apprend la pratique, du coup, de cet enseignement. Il y a plusieurs piliers fondamentaux et les deux premiers, c'est l'intention et l'attention. Sans intention, il n'y a pas de poids à ce que tu fais. Tu vois, par exemple, on a cette discussion, je cherche à poser mes mots avec intention, tu vois, plutôt que de simplement te répondre de manière mentale et te dérouler des réponses prémâchées. C'est pour ça que je voulais pas lire les questions aussi. C'était simplement pour rester connecté à mon centre et à répondre avec intention. Et je reste connecté avec attention dans cet instant présent et dans cette intention, du coup. Donc voilà, mettre de l'intention dans la pratique. C'est vraiment se concentrer, c'est de la concentration aussi, j'imagine. Est-ce que tu peux nous divulguer 2 ou 3 petits tips des méthodes aussi qui peuvent servir aux personnes qui vont écouter ce podcast également pour pouvoir les intégrer avec attention et intention? Tout à fait. Bah déjà, très simplement, souvent on croit que les réponses se trouvent en haut d'un temple Shaolin au sommet de l'Himalaya, mais juste là, tout de suite maintenant derrière votre écran, portez un instant votre attention sur votre souffle. Ressentez votre corps, le fameux body scan. Respirez profondément. Écoutez-nous réellement. Mettez-vous en mode avion, changez de pièce si vous êtes avec les enfants, etc. Et soyez vraiment en présence. Tu parlais de concentration, effectivement, la concentration, c'est un muscle qui a été atrophié suite à la surstimulation à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc en termes de petits tips, commencez par focaliser sur votre souffle. Commencez par ressentir votre corps. Commencez par simplement faire une météo intérieure du matin. Comment je me sens, là, tout de suite, maintenant, sans juger les choses. Simplement pour ramener de la présence dans la présence, tu vois, dans l'instant présent. Donc ça passe par ces choses-là. Le souffle, créer des instants conscients où tu mets ton téléphone minuteur 7 minutes. Fais rien. Un instant. Et vois ce qui se passe à l'intérieur de toi, ne serait-ce qu'au bout de 30 secondes, tu vois. Être seul avec soi-même. Qui est capable aujourd'hui de rester 7 minutes sans rien faire, de manière intentionnelle et consciente. Et ce vide permet de sortir de tout ce bruit astral, mental, émotionnel dans lequel on est perpétuellement enfermé, qui nous ramène constamment au passé, qui nous projette perpétuellement dans le futur et qui nous déconnecte de l'instant présent. Donc les choses qu'on recherche à l'autre bout du monde, en Asie ou quoi que ce soit, c'est disponible ici et maintenant, à savoir le souffle, à savoir le silence, à savoir l'immobilité, à savoir la présence. Quand tu prends ton enfant dans tes bras, serre-le vraiment. Quand tu embrasses ta femme, embrasse-la vraiment, avec intention, tu vois. Et autre petit tips, parce que je pourrais en donner 1001, et si vous en voulez plus, venez au séminaire, du coup, c'est pour ça qu'ils sont créés. On aura tous les liens. Il y aura tous les liens. C'est de faire en sorte de limiter au maximum toutes les stimulations qui servent à rien, tu vois. Enfin, retirer les notifications sur le téléphone, créer un espace. Tu vois, quand tu rentres chez moi, tout est à sa place presque au millimètre. Et peut-être qu'on pourrait se dire, mais il est fou ce garçon, tu vois. Mais simplement, c'est que quand je rentre chez moi, c'est mon temple. Et je sens que ça me recharge. Tu vois, tout est harmonieux. On peut parler de feng shui, etc. Et partout où je pose le regard, la vaisselle est faite, si, ça, machin. Je crée un contexte qui évite la déperdition d'énergie, qui évite la charge mentale de il faut que je fasse ci, ça, et les papiers qui traînent, etc. Donc c'est créer un contexte qui puisse permettre la présence aussi et la concentration dont tu parlais. Et même sans contexte,
La simple respiration suffit à pouvoir la muscler. Merci beaucoup, Alexis. Je pense que déjà, il y a du travail pour chacun d'entre nous pour bien appliquer tout ça. Lors du congrès, tu nous as emmenés en quelques secondes, dès le matin, très très loin. J'adore. Donc ça, tu as vraiment excellé. Je pense que toute la salle était importée à 10h du matin. Ça a été prodigieux et tu as fait ça très très vite. Donc sans tout dévoiler, tu as parlé quand même aussi des personnes. On devait visualiser les personnes qui nous ont aimés dans notre vie. Si c'était pas la bonne personne, de changer de personne. Enfin, il y a eu pas mal de petites propositions comme ça pour nous concentrer. Avec l'expansion aussi, tu as parlé d'expansion, etc. Et donc on a été très loin. Et au-delà de ça, tu as parlé de ton père. Qu'est-ce qui t'a fait amener à parler de ton père à ce moment-là, avant cette... Le flow. Le flow, tout simplement. Effectivement, donc ce qu'on a fait, je vais répondre à ta question par rapport à mon père, mais ce qu'on a fait du coup le matin, c'est une séquence neuro-émotionnelle, donc c'est de la prépa mentale pure et dure, où on engage le corps mental, émotionnel et physique, avec le souffle. Donc je vous ai invité à adopter une posture spécifique, à respirer, à créer de l'espace à l'intérieur de soi, à détendre son corps, c'était les premières étapes, ensuite à focaliser à quelque chose d'agréable, gratitude, pourquoi je peux dire merci à la vie, à des souvenirs, à des personnes, etc. Pour vous mettre dans un état d'être spécifique. Et l'état d'être est basé sur ce qui se passe dans ton monde mental, dans ton monde émotionnel et dans ton monde physique. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour créer de la cohérence. Je débute la plupart de mes prises de parole par ça, si le contexte y est propice bien entendu, parce que ça permet de recentrer chacun de sa tête à son cœur et à son corps. Et à partir de là, il y a une reliance vibratoire dans la salle. Je sais que ça peut paraître flou et abstrait, mais vibratoirement et quantiquement parlant, ça crée une harmonie. Et pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu aux lois du succès, etc., Napoleon Hill, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, il a écrit le livre « Les lois du succès en 16 leçons », en ayant étudié pendant 20 ans les lois du succès, en interviewant justement les personnes à plus haut succès aux États-Unis pendant les années 1900, etc. Et la première loi qui en ressort, c'est la loi du mastermind. La loi du cerveau collectif, qui crée un égrégore. Et le mastermind, le cerveau collectif, peut prendre effet à partir du moment où les membres qui font partie de ce cerveau collectif ont une intention commune, une direction commune, et que dans cette intention commune, il y a un esprit d'harmonie. Parce que si on va au même endroit mais que c'est pas harmonieux, il n'y a rien qui se passe. Et si c'est harmonieux mais que chacun va là où il veut aller, il n'y a rien qui se passe aussi. Mais si on regarde tous dans la même direction, et qu'on est en cohérence ensemble dans cette direction, là, il y a ce qu'on appelle le génie organisateur qui peut arriver, les âmes s'élèvent et il y a une magie qui peut opérer, tu vois. Donc le fait de pouvoir créer cette concordance vibratoire permet à l'audience de se synchroniser et d'être dans la... Et là, je me sens honoré dans ma prise de parole, parce que je me sens écouté, vraiment. Et pas juste les gens sont dans leur tête, etc. Les gens sont là. Et donc du coup, je peux leur transmettre ce que j'ai à leur transmettre. Et du coup, ça en vient avec mon père. Je parlais d'équilibrage des perceptions, il me semble, à ce moment-là. Quelque chose que j'ai beaucoup creusé parce que si j'en suis là, c'est pas pour rien aussi. À la base, la première personne que j'ai voulu aider, c'était moi. J'ai pas commencé tout ça pour être coach, formateur, ça c'est venu après. Je voulais juste sauver le petit garçon que j'étais, qui avait grandi jusqu'à 18 ans, tu vois, et qui a souffert de la perception de l'abandon de son père, notamment. Et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé en libération somatique, etc. Je te dis ça, mais encore quelques semaines de ça, il y a toujours des petites couches d'oignons qui se baladent, tu vois. Malgré le fait que ça fait 10-12 ans que je travaille tout ça. Et donc, du coup, j'ai travaillé de mon monde émotionnel. Je fais en sorte d'éponger un petit peu tout ce qui s'était engrammé. Et d'un point de vue mental, l'équilibrage des perceptions permet de donner un sens nouveau à quelque chose que tu as vécu. Car ce que tu vis et ce qui t'impacte toi n'est pas véritablement ce que tu vis, c'est la manière de le percevoir. Sinon, tout le monde réagirait de la même manière à une situation donnée. Comme une réécriture du passé, d'une certaine manière. T'apporter un meilleur présent et avenir, en fait. C'est une perception, en fait. Et j'ai la croyance fondamentale qu'on peut absolument tout transformer à partir du moment où on le regarde différemment, à partir du moment où on a fait la paix émotionnellement à l'intérieur de soi, parce que c'est bien beau de se dire oui, gratitude, tout va bien, le timing est divin, merci la vie de m'avoir écrasé, etc. Si émotionnellement t'as pas fait ton deuil, t'es encore bouffé par la colère, par la haine, par la rancœur, etc., c'est difficile, si ce n'est impossible, de pouvoir aller pleinement reprogrammer la manière dont tu perçois la situation en tant que telle. Donc c'est alterné, et c'est ce que je fais dans mes accompagnements et les stages notamment, entre reprogrammation mentale et en même temps on explore ce qui transfigure le mental
pour laisser de manière très brute et presque animale ce qui peut être en lien avec les histoires qu'on a pu vivre en termes de libération. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans les vidéos les gens pleurer, rigoler, hurler. Il peut se passer tout un tas de choses à partir du moment où on se permet d'ouvrir les portes et dans des bons espaces qui puissent l'accueillir. Tu étais vraiment à ta place, toute la salle a vraiment senti que tu étais à ta place à ce moment-là. Tu as un vrai, enfin, je pense qu'on a tous reconnu aussi un vrai talent d'orateur et pour emmener les foules à ce moment-là. Et toi, comment tu as appris à parler tout ça et à vulgariser? On parlait de Josie Spanza tout à l'heure, juste avant d'être à l'antenne, qui est un grand vulgarisateur aussi des choses complexes, hein, Tout à fait. de l'inconscient. Et toi, comment tu te sens par rapport à ce chemin? Très bonne question. Et le terrain. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui sentent l'appel de l'âme et qui sentent qu'ils ont quelque chose à porter, un message à exprimer, etc., juste allez-y. Il vaut mieux un imparfait qui existe qu'un parfait qui n'existe pas. Et ce qui m'a permis d'avancer, c'est de ne pas attendre que les choses soient parfaites. Donc comment j'ai travaillé mon art oratoire? En me confrontant à la scène digitale et physique. Premièrement digital. Donc quand tu vois, et souvent du coup sur mes séminaires, j'en ai fait un Hôtel Dieu à Lyon en 2023, devant 150 personnes, partage d'écran de ma première vidéo YouTube, c'est mon premier face cam de toute ma vie. C'était pendant une formation dev perso, etc. Rien à voir. Et en fait, simplement à force de faire, avec la passion et la rage au ventre, mais la rage bénéfique, tu vois, et parler avec les tripes, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'installe. Comment je fonctionne aussi, je sais que je m'entoure beaucoup des personnes qui m'inspirent et je sais que je suis très influençable. Donc je fais en sorte de me coller aux personnes pour me faire influencer de manière bénéfique et me faire aspirer via l'effet neurones miroir, épigénétique, etc. par ces personnes-là. L'être humain est un être influençable. On est designé comme ça pour survivre en meute, tu vois. Donc je fais en sorte d'écouter. Je passe beaucoup de temps avec des personnes que je ne connais pas, en écoutant des audios, en regardant des podcasts, etc. Et je sais que je me fais imprégner par leur manière de communiquer, de parler. Donc je fais en sorte d'écouter les bonnes personnes. Et à force des Zooms, des visioconférences, j'ai dû en faire 500, 600, 700. J'en ai fait vraiment énormément et j'en fais quasiment toutes les semaines. Donc à force de faire, il y a quelque chose qui s'installe. Et après les stages, j'en ai fait 30, 35 aussi. Donc au bout d'un moment, mes premiers stages, une des personnes avec qui je travaillais me disait « Alex, détends-toi. Là, t'es tout tendu, les gens le ressentent, ils sont pas à l'aise et tout. » Mais en fait, juste, c'était le mieux que je pouvais proposer à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est flow, c'est fluide, tout le monde le ressent. Mais parce que j'ai élargi ma zone de compétences à ce niveau-là, de plus en plus, et je continue à le faire, tu vois. Tu disais pour t'entourer des personnes qui t'élèvent en quelque sorte, mais comment tu peux faire le choix en intuition, en toi, entre les différentes personnes? Tout à l'heure, on parlait de déménagement, et je te disais que je sens mon énergie se déplacer avant que mon corps y aille, et ensuite je déplace mon corps parce que c'est juste la conséquence logique, et que c'est comme ça que j'avance dans ma vie, tu vois. Et que ça soit pour des lieux de vie, comme pour des rencontres. Et typiquement, je me suis accompagné entrepreneurialement parlant. Et la personne en question, je l'ai entendue au loin, vite fait, sur un Zoom qu'une personne proche de moi à l'époque écoutait. Et je me suis dit, tiens, intéressant ce qu'il dit ce mec. Je l'ai écouté et je me suis dit, si je dois me faire accompagner pour le business un jour dans ma vie, ça sera lui. C'est passé 3-4 ans. Et en 3-4 ans, j'ai rencontré plein de business coachs, tout ce que tu veux. Mais je sentais dans mon être, tu vois, énergétiquement parlant, je sais pas comment l'expliquer, que j'avais pas besoin de faire une étude de marché des différents coachs business ou quoi que ce soit, c'est lui, en fait. Et même s'il a à part égale de choses qui me répulsent, qu'à part égale de choses qui m'inspirent et que j'ai envie d'implémenter dans ma vie, j'y vais. Et c'est ça qui était fou aussi, c'est que je sentais que ça allait durer une période donnée et ça a duré la période donnée que j'avais pressentie, tu vois. Et ça s'est fini plus ou moins de la manière dont je l'avais pressenti aussi. Donc voilà, les personnes se présentent à toi au bon moment. Et il y a des personnes qui te touchent plus que d'autres. Et plus tu vas aiguiser ton rapport à ton monde intérieur et ton monde vibratoire et énergétique notamment, et à ton intuition, plus tu vas savoir les réponses de ta tête ou les réponses de ton âme et de ton être, tu vois. Et il y a des évidences, en fait. C'est évident. Oui, maintenant. Tu vois. Comme par exemple, pour cet échange et cette interview, au moment où tu me l'as proposé au tout début, quand on s'est rencontrés au mois de mai, j'avais rien contre toi ou quoi que ce soit, mais j'ai pas senti l'ouverture énergétiquement, tu vois. Dans mon corps, ça bloquait un petit peu.
de dire ouais, vas-y, on fait ça la semaine prochaine ou le mois prochain. Ça a été en suspens et ensuite on s'est recontacté. Je me suis dit ouais, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est ouvert à l'intérieur de moi. Où, quand, quoi, comment, je ne sais pas, mais allons-y. Et souvent, ça ouvre à de belles choses. Dans le pressentiment que tu as dit, donc il y a le mot sentir et avant, donc le pré avant. Donc comment tu as parlé beaucoup, tu travailles beaucoup la visualisation, c'est ça, et par l'expérimentation, comme tu ajustes plus ou moins par l'expérimentation, c'est ce que pour se renforcer, pour arriver au plus juste par rapport à toi. Donc la visualisation, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'intègres aussi? Est-ce que ta vision dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, tu te vois comment? Où? Ok. Alors du coup, tu veux que je parle de ma vision ou de comment j'appréhende le domaine de la visualisation? Alors comment tu appréhendes d'abord le domaine de la visualisation et puis ensuite comment tu vas l'appliquer pour toi? Ok. Alors du coup, j'essaie de faire le lien par rapport à la question précédente. Du coup, c'était par rapport au pressenti et à la visualisation. En fait, ça va... Alors oui, il y a cette dynamique où je fais ce qu'on appelle du dream building. Et c'est, je pense, comme ça que j'ai manifesté beaucoup de choses dans ma vie, honnêtement. Même si c'est quelque chose qui peut paraître totalement basique et banalisé. Mais typiquement, juste se poser la question sincèrement si le temps, l'argent, les compétences n'étaient pas un problème. À quoi ressemblerait ma vie dans les différents domaines de mon existence? Santé, couple, carrière, finance, état d'esprit, spiritualité, famille, sociale, etc. Et juste s'autoriser à élargir, muscler son imagination. Parce que beaucoup de personnes veulent élargir leur vie, mais ne savent pas ce qu'ils veulent véritablement. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. En général, les gens, je ne veux plus de cette relation, d'avoir un trou dans le compte en banque, etc. Mais ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux? Donc, numéro 1, élargir son imagination et s'autoriser à juste 10 minutes, prendre un bout de papier blanc, un stylo bleu et écrire, si tout était possible. Ensuite, créer de l'espace à l'intérieur de soi grâce au souffle. La visualisation ne s'arrête pas qu'à ce que je vois dans ma tête. La visualisation, on l'appelle la visualisation, mais ça inclut tous les sens. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer une image mentale, créer une image auditive, créer une image kinesthésique, olfactive, gustative, etc. Et c'est ce que je vous ai fait faire lors de l'expérience le matin. Ok, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu entendais? Comment est-ce que l'énergie circulait à l'intérieur de toi, là, tout de suite, maintenant? Comment tu respirais? Et tu vois, à force de le faire, ça crée déjà une énergie à l'intérieur de moi. Donc, au-delà d'écrire sur le papier la chose, c'est de l'être, c'est de la vivre. Quand je dis l'être, c'est sur le plan mental, émotionnel et biochimique. Et pas juste mental et pensée. Et rester dans ta frustration émotionnelle de oui, mais de toute façon, ça va pas marcher, etc. etc. Donc, je fais mon écriture, visualisation, je l'annonce. Tu vois, quand je fais mon écriture, c'est pas juste j'aimerais bien que. J'annonce, 2 petits points, et j'écris, tu vois, j'annonce, et ensuite je signe. Et après, je le lis à voix haute, avec intention. Juste, c'est comme les enfants qui jouent à la dinette, on disait que. Et je crois vraiment en la chose. Je le ressens. Et quand tu es dans cet état d'être, tu te vois différemment. Tu vois le monde différemment. Et donc, du coup, tu peux prendre des décisions différentes. Parce que notre vie n'est que la conséquence de nos choix et de nos décisions au quotidien, à chaque instant. Et quand je suis dans cet état de puissance et de souveraineté personnelle, je me dis, bien sûr, Alex, que tu peux créer un événement avec Frédéric Lenoir, Laurent Gounel, etc., etc. Pourquoi pas? Tu vois? Alors que si je suis oui, mais je suis trop jeune, et si, et ça, etc., je vais jamais oser envoyer un mail à Laurent Gounel, et qu'est-ce qu'il va me répondre? Non, on fait le zoom, ok, on respire un petit coup, on prend un verre d'eau, on y va, tu vois? Et juste, on implémente ça. Donc voilà pour la visualisation. Maintenant, la vision. Ma vision à 7 ans, quand j'ai commencé le dev perso, il y a 10 ans, je n'arrivais pas à savoir ce qui allait se passer pour moi la semaine prochaine. Ou à 2-3 semaines. Vraiment, c'était impossible pour moi. Et tu sais, les exercices, oui, tu fais ta vision à 3 ans, puis 1 an, puis 6 mois, puis 3 mois, puis 1 mois, puis 1 semaine, puis à la journée. Ouais, mais t'es marrant, mais je ne sais pas ce que je veux être, ni là où je veux être dans 3 semaines. Et à force de faire ces exercices, à force de partir en quête de moi-même, de manière ardente, tu vois, de connaître mon système de valeurs, quels sont mes rêves, si tout était possible, à quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble. En fait, il y a un idéal qui se construit. Il y a une vision qui se construit. Et ensuite, petit à petit, tu enchaînes les pas, il y a quelque chose qui se bâtit. Donc aujourd'hui, ma vision, je dirais qu'elle s'établit à probablement jusqu'à la fin de ma vie, voire même au-delà, peut-être. Et c'est de créer avant toute chose. Donc j'ai une vision personnelle et une vision
professionnel, même si ça va bien au-delà du professionnel, c'est plus vocationnel, c'est de rassembler l'humain. Le point central de ma vie, ce pourquoi je suis designé, c'est de rassembler l'humain dans des espaces où l'âme peut s'exprimer. Sur des petits groupes, comme je le fais durant mes stages, comme sur des grands groupes, comme on l'a fait avec Aura Experience. Et dans ces espaces-là, il y a quelque chose de magique qui se passe où l'âme peut fleurir. Et j'ai pas pour fantasme de me dire qu'en 2 jours, je peux transformer la vie de quelqu'un à tout jamais, mais juste semer une graine qui lui permettra de faire un pas supplémentaire sur l'escalier qu'est sa propre vie. Tu vois. Et permettre, ça peut paraître très abstrait aussi, mais au divin ou au sacré de reprendre place dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans ces enjeux complotistes entre l'élite parasite, etc., etc. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a une dualité entre l'individualisation de la société où les gens sont très très orientés vers leur propre petit monde, tu vois, et on se déconnecte, on se digitalise, on se déconnecte de l'âme, littéralement. Et en même temps, j'étais un peu plus âgé que moi, donc je pense que tu as pu le voir plus que moi aussi, il y a une envolée d'éveil, même s'il y a à boire et à manger, du New Age un peu dans tous les sens, etc. Mais les esprits et les consciences s'ouvrent de plus en plus à hauteur que le monde se fracture aussi de plus en plus. Donc c'est simplement une loi de polarité. Et donc du coup, dans tout ça, ce que je sens que mon âme a incarné ici, c'est d'œuvrer au service de l'unité, de rassembler. Et dans ces espaces de rassemblement, de créer quelque chose de pur et d'harmonieux pour permettre au divin de s'installer. Divin transcende la notion de religion, de dogme, etc. C'est vraiment, quand je dis divin, c'est la conscience... C'est peut-être la conscience originelle, tu vois. Enfin, je creuse encore tout ça et je vais le creuser jusqu'à la fin de ma vie, mais je pense qu'il y a une intention créatrice, il y a une matrice qui se meut à hauteur de ce que je suis. Il y a quelque chose de beau, tu vois, qui permet aux galaxies de tourner, aux océans, à la vie de fleurir. Il y a quelque chose d'originel. Et cette chose originelle qui transcende toute forme de dualité fait partie de chaque élément de ce monde duel. Et on peut s'y reconnecter et on peut lui permettre de s'exprimer à travers nous. Donc tu as parlé de sacré, quelle est un peu ta définition donc, du sacré et comment on peut le matérialiser aussi, parce que c'est vrai que tu transmets, donc il y a un côté magique, mais dans la vraie vie, tu aides les gens à mettre une brique de plus, une rangée de briques de plus à leur édifice. Donc c'est très bien. Mais ce sacré, où est-il? Comment tu le définis? Je pense qu'il est partout, en tout et à chaque instant. Tu vois. Là, du coup, on ouvre un débat qui tend vers l'hermétisme. C'est pas un débat, c'est plus une voie de philosophie qui prend en considération que tout est dans le tout et le tout est dans tout. Et le sacré, c'est quelle définition je peux en poser? C'est simple, c'est la définition qu'on veut bien y mettre, tu vois. Y a une personne qui va se dire embrasser mes enfants et avoir un foyer chaleureux et accueillant, c'est sacré, tu vois. Il y a pas besoin d'aller à l'église, il y a pas besoin de, tu vois, toucher un arbre en présence et en conscience, être conscience de son être qui est en contact et en reliance et en présence avec quelque chose aussi. Pour pas dire d'intérieur ou d'extérieur, parce que c'est venir valider la dualité par rapport à tout ça. C'est sacré, en fait. Le sacré, pour moi, est en lien avec la pure présence. La présence pure de ce qui est plus de l'ordre de l'état d'être que du concept. Donc c'est difficile de poser des mots, c'est quelque chose qui se ressent, tu vois, qui se ressent devant un coucher de soleil, qui se ressent... Le sacré, pour moi, c'est ce qu'on appelle aussi le kitov, c'est le waouh. C'est quelque chose qui t'es soufflé, en fait. Tu vois, tu rencontres une personne, tu as une discussion pendant 2-3 heures, tu sors de là, tu es dans la rue avec tes écouteurs, tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens de faire un morceau, tu t'es fait prendre par l'inspiration, et l'inspiration, c'est intéressant comme définition, c'est Dieu qui passe à travers toi, en gros. Tu t'es fait toucher par l'inspiration, tu te dis, waouh, il a dû se passer 12 minutes, tu regardes, waouh, 2h30 déjà que je joue. Donc quand l'espace et le temps se décontracte et se fissure, pour moi, c'est là que le sacré apparaît. C'est quand, du coup, d'une certaine manière, on transcende du coup l'approche duel de l'être humain et égotique, qui a tendance à segmenter et séparer les choses, et qu'on se dit, ok, je fais partie d'un tout, en fait. Ça, c'est la goutte d'eau qui reprend conscience qu'elle est l'océan tout entier. C'est la vague qui se rend compte qu'elle n'est pas que la vague, mais qu'elle est l'océan. Et qu'il l'espace d'un instant
oublie quelle est cette vague et est connectée à l'idée qu'elle fait partie d'un tout. Et quand tu, grâce à du rituel, ancres ça dans ton quotidien, le sacré s'assoit à ta table et s'invite à ta porte, tu vois. Donc pour finir ce que je viens de te dire là, comment inscrire du sacré dans sa vie, sacraliser les choses, chaque chose, ce moment, tu vois, ce moment. Si aujourd'hui je pourrais être je ne sais où dans le monde, mais que là je suis là tout de suite maintenant avec toi et que la personne qui écoute cette est là, c'est peut-être pas pour rien, sans parler de loi d'attraction ou quoi que ce soit, mais juste qu'est-ce que ce moment porte en termes de beauté, de sagesse. Tout ça, là, tu vois, j'essaye de le nommer, mais en fait, c'est innommable. Autrement, le matin aussi, comment je commence ma journée, j'ai mon petit hôtel dans ma chambre, je fais mon lit, je m'assois sur mon pouf, j'allume ma petite bougie, je me connecte à mon corps physique, émotionnel, avec intention mentale, je respire et je demande à ce que ma source originelle, peu importe comment on peut appeler ça, tu vois, puisse prendre place à l'intérieur de moi, que je puisse avancer dans cette journée en étant connecté à cette intelligence, que toutes les forces qui m'accompagnent puissent marcher à mes côtés. Et juste, je commence ma journée avec intention et en pensant à Dieu. Mais quand je dis Dieu, à nouveau, ça transcende le grand barbu assis sur son trône, tu vois. C'est cette intelligence qui me surprend chaque jour avec des coïncidences, des synchronicités, etc. Et plus tu penses à Dieu, plus tu installes une relation avec Dieu, plus Dieu est présent dans ta vie, tu vois. Et plus la magie opère. Oui, bien sûr, quand tu prends conscience de l'immensité du divin et puis de tout ce qui reste encore à découvrir, et donc à chaque fois, c'est des bonnes surprises, etc. Et il y a une phrase que j'ai retenue aussi, que tu disais assez souvent, c'était « Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux expliquer exactement comment... Bien sûr, je ne sais pas ce que je ne sais pas te permet de t'ouvrir au champ des possibles. Dans le sens où ce que moi, aujourd'hui, je peux projeter mentalement en termes d'envie, d'intention, de désir, d'objectif, est teinté de ce que je suis, de ce que j'ai été. Et donc, du coup, est très orienté et très basé sur mon approche mentale et égotique, tu vois. Donc, le mental, c'est simplement tout ce que j'ai pu appréhender sensoriellement parlant. Je l'ai mis dans des cases pour pouvoir survivre au mieux dans ma vie, schématiquement parlant. Survie. Parce qu'avant d'être heureux, ce qu'on veut, c'est survivre avant toute chose, tu vois. Et donc, du coup, si je m'arrête au fait que c'est comme ça et pas autrement, mais quel dommage que les choses se passent uniquement de cette manière-là. Je sais pas ce que je sais pas. Tu sais, des fois, on s'attend à ce que je veux telle chose, telle situation, tel contexte, telle personne. Imagine, tu veux rencontrer une personne. Je veux une personne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, ça se trouve, tu sais pas, mais il y a une personne Y par rapport à la personne X qui a des choses qui pourraient te rendre beaucoup plus heureuse, mais que tu sais même pas. Même plus heureux, mais tu sais même pas, en fait. Et donc, du coup, toi, tu restes bloqué là-dessus. Donc, je sais pas ce que je sais pas, c'est juste, la vie est surprenante, imprévisible et absurde aussi à un certain niveau. Et juste, je reste ouvert à me faire surprendre tout en restant dans mon axe et connecté à une vision bénéfique pour moi qui me donne de l'énergie pour avancer. Mais après, je sais pas ce que je sais pas. Donc ça, c'est pour ma manière d'avancer dans la vie. Et pour juste un petit élément, par rapport à tout ce que je te dis là depuis tout à l'heure, c'est le fruit et la somme des enseignements que j'ai pu suivre jusqu'à maintenant. Mais en vrai, je sais pas ce que je sais pas. Et je suis prêt à remettre en question absolument tout ce que je te dis là, dans 10 ans, dans 5 ans, le mois prochain, tu vois. Je sais pas ce que je sais pas. Non, c'est vraiment faire la part des choses entre les intentions qu'on peut avoir, mais les intentions, finalement, laisser cet esprit d'ouverture pour laisser justement les bonnes surprises arriver. Et non pas être obtus à avoir des intentions trop précises qui vont cultiver un manque, finalement, mais pas laisser les bonnes choses arriver vers toi, quoi. Tu peux en soi, tu vois, fixer un objectif, tu peux le faire de manière très précise, générale ou au niveau de ton ressenti. C'est des choses qu'on peut creuser et qu'on n'aura pas le temps ici. Mais je dis pas que c'est mal de dire « je veux cette chose précise ». Ça m'est arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui de dire « je veux ce truc précis ». Mais le fait d'être connecté à cette idée de « je ne sais pas ce que je ne sais pas » permet de relâcher une forme de pression. Justement, tu parlais d'insécurité de par une posture de manque. Juste, je me laisse porter par le flot de la vie. Et en fait, si quelque chose de mieux doit arriver ou si parfois je me mange, tu vois, on parlait de rupture, etc. tout à l'heure, rupture, si ça, ou licenciement, peu importe, où il se passe un truc et je perds quelque chose de très important pour moi, mais je sais pas ce que je sais pas. Et à tout moment, cette chose-là que je pourrais nommer comme étant une catastrophe est peut-être le plus grand cadeau de mon existence. Et je suis certain que certaines personnes, et toi le premier aussi,
avec le recul, on se dit, mais heureusement que cette chose-là s'est passée. Mais quand j'étais dedans, j'avais le nez face à la chose et c'était horrible. C'était insoutenable émotionnellement. Je ne mangeais plus, j'ai perdu du poids, si, ça, machin, etc. Ça a duré des mois, parfois même des années. Mais heureusement que mon mari m'a trompé, que j'ai pu me rendre compte et que finalement, là, j'ai pu me reconstruire entre mes 30 et mes 40 ans. Et là, sur les 40 jusqu'à la fin de ma vie, je crée une vie de liberté et de souveraineté que je n'arrivais pas à toucher entre mes 15 et 30 ans avec ce mari-là qui me restreignait, par exemple. C'est un exemple, tu vois. Donc, je sais pas ce que je sais pas, ce qui permet de prendre du recul et de se dire, ok, je navigue dans ma vie en présence, je suis connecté à cette foi, je pose mes intentions, je fais ce qui me semble être juste et intègre, et après je fais confiance. C'est ce qu'on dit souvent, à tout malheur, bonheur est bon. Donc il y a forcément toujours un autre côté de la médaille qui est plus bénéfique. Tu as traversé comme aussi des nuits noires de l'âme. Est-ce que tu as des tips aussi pour ceux qui nous écoutent pour pouvoir s'en sortir? Pour moi, ça me paraît être fondamental. Déjà, la première chose que je peux partager par rapport à ça, c'est que ça me semble être fondamental et naturel et normal de traverser des nuits noires de l'âme. La première, elle est souvent sévère. Elle génère beaucoup de chaos parce qu'il y a quasiment tout qui se déconstruit. Et parfois en même temps, tu vois. Mais je comprends pas, je me fais licencier, je perds la maison, je perds l'emploi, je perds le conjoint, la conjointe, il y a ci, il y a ça. Tout me tombe dessus en même temps. Et en fait, c'est une opportunité à pouvoir déconstruire pour reconstruire. Encore faut-il avoir la bonne attitude pour pouvoir le percevoir, reprendre du lead là-dessus et reconstruire, parce qu'il y a des personnes littéralement qui se laissent écraser par tout ça et qui le voient comme une fatalité plutôt que comme quelque chose de bénéfique. Et ça, c'est en lien avec ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'équilibrage des perceptions. C'est que chaque niveau de réalité va avec un niveau de conscience. Chaque niveau de conscience va avec un niveau de réalité aussi, et de croyance. Chaque niveau de réalité va avec un niveau de croyance, pardon. C'est ça que je voulais dire. Et si je crois que c'est le plus gros désastre de ma vie, ça le restera. Si je crois que c'est peut-être une réponse à une des intentions que j'ai posées, c'est-à-dire que les choses changent, mais que je pensais pas que ça allait se passer comme ça peut potentiellement l'être. Maintenant, ne pas vouloir aller trop vite en besogne par rapport à ça, et accepter et comprendre que l'être humain est un être 3D, qui inclut l'espace et le temps. Et il y a une notion où on engramme beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses émotionnellement, etc. Et le système, d'un point de vue holistique et multidimensionnel, parfois il a besoin de temps. Tu vois. Il a vraiment besoin de temps, et je le vois dans les espaces que je propose d'ouverture, de guérison, etc. Je me dis, mais heureusement que la personne ne libère pas 100% de ce qui l'habite, sinon elle serait détruite psychiquement. Émotionnellement, physiquement, elle ne pourrait pas le supporter. Je pense qu'elle ferait une crise cardiaque ou qu'elle ferait un infarctus sur le tapis, tu vois. Donc il y a des garde-fous, il y a des choses à l'intérieur de nous qui veillent à ce qu'on peut absorber ou pas, émotionnellement parlant, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas d'amnésie, de levée d'amnésie, ce genre de choses. C'est que la psyché de l'individu en question s'est dit, là, je lui fais oublier ce truc, parce que c'est beaucoup trop violent pour son système. Et si je lui laisse accès à cette information, il va tendre vers la mort et non pas la survie. Donc, je verrouille la chose. Et quand la psyché de l'individu est plus prête et ouverte à recevoir cette information, levée d'amnésie. Donc, il y a des garde-fous qui font que tout ce qui se présente à toi a l'air d'être plus ou moins juste. Et ça, c'est une croyance que j'aime nourrir aussi. Tout est juste ou plus ou moins juste? Je dirais que tout est juste, mais je dirais que tout est plus ou moins juste, parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait face à certaines choses, parfois on est à la limite de percevoir si on a du pouvoir ou pas là-dedans. On se dit, je ne vais rien pouvoir faire face à ça. Mais il y a certaines situations qui te demandent, justement, qui sont tellement à la frontière de cette limite-là, qui te permettent d'aller chercher une ressource si profonde à l'intérieur de toi que tu vas faire remonter, que tu n'aurais pas pu aller chercher autrement. Mais parfois, tu n'es pas en capacité de pouvoir avoir la volonté nécessaire, persévérer, percer pour voir, tu vois, pour aller en dessous, comme le chercheur de diamants qui s'arrête à 10 cm du trésor, et tu remontes. Et c'est pas grave, tu iras après. C'est pour ça que je dis plus ou moins juste, et en soi c'est juste, parce que si c'est pas maintenant, c'est juste que tu as été le plus profond que tu pouvais là tout de suite maintenant, ce qui fait que quand tu y retourneras, ça sera plus simple. Donc, nuit noire de l'âme, je vais synthétiser parce que je m'éparpille, désolé. Numéro 1, conceptualiser que ça fait partie du processus de reprise de pouvoir personnel, parce que pour construire, il faut déconstruire. Comme me disait mon grand maître, empty your cup, vide ta coupe. On veut tous remplir de nouvelles choses, etc. Mais si tu ne vides pas ce qui t'habite et t'écrase,
tu n'as pas la place pour d'autres choses. Une nouvelle relation, un nouveau contexte de vie, etc. Conceptualise que c'est normal, vide ta coupe, travaille à l'équilibrage de tes perceptions, entoure-toi d'un environnement bénéfique et positif et soutenant. Ça, c'est fondamental aussi, d'avoir des personnes juste même neutres qui ont un système nerveux qui est apaisé et relâché. Parce que via les neurones miroirs, l'épigénétique et la chimie des esprits, etc., il y a des véritables échanges qui se font. Et être à côté de quelqu'un qui a un système nerveux qui est apaisé, ça apaise le tien directement. Et ça te permet de vivre les choses avec beaucoup plus de fluidité et beaucoup moins de friction. Donc l'environnement aussi, résilience. Ensuite, prendre dans cette résilience, et je donne ce dernier point-là, c'est la notion de responsabilité. C'est que, au-delà de tout, sans pointer du doigt papa, maman, le président, le conjoint, la conjointe, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive, de ce qui m'est arrivé et de ce qui m'arrivera. Et ça, c'est dur pour la plupart des gens, de se connecter à cette responsabilité et de lâcher ce truc de c'est à cause de l'autre. Tu vois. Si tu continues à pointer l'autre du doigt, tu ne te permets pas de te connecter à ton pouvoir et à ta liberté, parce qu'elle est entre les mains de l'autre personne. Tandis que quand tu dis « je suis responsable », là tu as un axe pour reprendre du lead. Donc responsabilité avant toute chose, responsabilité. Et même sur des lois plus karmiques, etc., si on parle d'incarnation, ce genre de choses, sans parler de destin, mais peut-être que ce que tu vis là, même les choses les plus horribles, sont juste la conséquence de ton bagage karmique et de ce que tu portes en tant qu'âme, vibratoirement parlant, et de ce que c'est même pas manifeste, mais ce que tu crées dans ce monde qu'on appelle la réalité, qui n'est qu'une projection mentale, des afflux électriques, électrochimiques projetés dans ton écran mental via les stimuli sensoriels que tu vas capter. Donc ça se trouve, tout ça, c'est juste un délire que tu te racontes dans ta tête aussi, et que ce que je vous disais au congrès de la conscience, que je suis peut-être éternellement seul, en train de parler là tout de suite avec moi-même, tu vois, que tu n'es qu'une expression de ma propre conscience. Et là aussi, c'est des croyances, et je suis prêt à le remettre en question aussi. Mais le fait de percevoir la réalité de cette manière-là te permet de prendre du recul et te dire, ok, il y a eu rupture. Est-ce que tout ça... C'est comme si tu es dans ton rêve et que tu te fais quitter dans ton rêve et que tu crois que c'est réel, mais en fait, tu te réveilles et tu te dis, ah non, elle est toujours là. Tu vois. Et là, c'est comme si on était dans une forme de rêve aussi. D'une certaine manière, ça va bien plus loin, et là, je le vulgarise, mais qu'on prend trop à cœur et trop au sérieux, tu vois. Et juste mettons du jeu dans l'enjeu. Je termine par ça. Vivez votre âme, votre lunar de l'âme, mettez du jeu dans l'enjeu, même si je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire à certains moments. Reprendre du pouvoir, reprendre sa liberté, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et est-ce que tu as des mentors aujourd'hui ? Quelles sont les personnes à qui tu te réfères ? Ouais, des mentors. J'ai ma mentor qui est aux États-Unis, qui est la femme défunte de Grandmaster Tsai, du coup, qui continue à me former, à m'initier autour de ses enseignements. D'accord. Qui est une femme extraordinaire, exceptionnelle. J'aimerais beaucoup la faire venir en France pour pouvoir œuvrer à ses côtés, parce qu'elle Une intention. Une intention. Et tu vois, là, je sens pas le timing énergétique. C'est un rêve, et je le sens, je le sais, ça va se manifester, mais pas tout de suite, pas dans les 6 prochains mois, par exemple. Tu vois. Et c'est ok, tu vois, pas de frustration. Là, je n'y pense pas, parce que c'est pas le moment. Donc il y a elle, les personnes qu'on a pu citer, comme Joe Dispenza, il m'inspire énormément sur sa capacité à réunir et à faire vivre des expériences mystico-spirituelles à des centaines, si ce n'est des milliers de personnes en même temps. Bob Proctor m'a énormément inspiré aussi, Bruce Lipton, toutes ces personnes qui ont un rapport très pragmatique et ancré dans tous ces trucs un peu spirituels qui peuvent vite tendre vers du New Age ou des choses comme ça, où là on parle de lois concrètes, physiques, quantiques, où en fait, c'est ce que je te disais, il n'y a rien de plus pragmatique que les mondes vibratoires, les fréquences, les vibrations, etc. C'est du concret, c'est du pragmatique. Et j'aime ces hommes-là qui sont et ces femmes aussi, qui sont en capacité de pouvoir rendre cette compréhension de la réalité accessible, simple et évidente, tu vois, évidente. Après, il y a certaines personnes que je peux voir sur la scène du développement personnel et spirituel en France aussi, qui m'inspirent, qui portent quelque chose d'assez proche et similaire à ce que je peux vouloir incarner. Et typiquement, c'est des personnes qui sont dans l'intention, qui portent l'âme, et quand tu les entends, tu les sens, tu vois, tu les sens. Et j'ai pas mal de frères d'armes qui m'inspirent énormément aussi, qui sont dans cette même volonté d'œuvrer, chacun à son échelle. Et on se rassemble régulièrement. Là, justement, je vais en rejoindre en Égypte, qui organise une retraite avec les dauphins dans 2 semaines. Et ces personnes-là m'inspirent énormément.
parce que elles ont ce même feu qui attise le mien aussi, quoi. Donc tu parlais tout à l'heure d'unité, enfin de vouloir cette volonté vraiment de réunifier tout. Et dans dans cette porte d'entrée paraît donc plutôt l'expérimentation et le côté aussi études quantiques, etc., pour pouvoir que les gens ils puissent adhérer plus à ce côté mystique, pour entraîner les gens. Et tu as parlé aussi qu'on pouvait constater aujourd'hui de plus en plus de personnes en éveil, etc. Toi, tu fais partie quand même des personnes qui vont ouvrir et qui ouvrent de plus en plus cette voie. C'est une jeune génération quand même qui est importante. Est-ce que tu te considères comme un enfant aussi cristal ou indigo qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais. Je vais parler de manière très personnelle. Donc là, tout ce que je dis, comme tout le reste d'ailleurs, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est que ma perception de la réalité, prenez ce que vous avez à prendre. Donc déjà, pour répondre à une de tes questions, c'est que je cherche pas à entraîner les gens. Et je ne cherche pas à apporter quelconque forme de doctrine. Oui, j'ai un message à apporter, j'ai des valeurs à apporter, mais je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Et c'est pour ça que je ne pense jamais sur les plateaux télé, parce que je sais qu'il y aura une notoriété qui va grandir parce que mon message il est fort et je veux le faire entendre. Mais aller sur des plateaux télé où je vais devoir prouver, convaincre, etc., ça m'intéresse pas. Je veux porter ma flamme, je porte ma flamme et je vais porter ma flamme, et viendront à moi ceux qui se sentent appelés et en résonance. Point barre. C'est juste, quand tu es dans ce que tu es, il y a un magnétisme qui se dégage, ça touche les gens, et la plupart des gens qui viennent à mes stages ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là, juste ils ont ressenti l'appel, il fallait qu'ils soient là, ils sont là. Et à la fin, gratitude à eux de se dire heureusement que je suis venu ici. Et donc du coup, pour répondre à la question, enfant indigo, cristal, etc., pour moi, là ça m'appartient, mais c'est des concepts New Age du coup, qui ont un sens et qui ont eu un sens à un moment donné de mon cheminement spirituel, où j'avais besoin de tomber dans une forme d'ego spirituel, ou en mode je suis l'enfant indigo qui va apporter. Je suis tombé dans ces trucs-là, tu vois. Et ça se trouve, je suis la réincarnation du Christ ou des trucs comme ça, parce que j'ai eu une reliance avec le monde christique où j'étais pas du tout en lien avec tout ce qui était religion, christianisme, etc. Je n'y connaissais rien. Je me suis fait baptiser, mais c'est tout. Et en fait, pendant des exercices et des états modifiés de conscience, pardon, j'ai eu une apparition de ce qu'on pourrait appeler l'égrégore, la vibration christique, au-delà du dogme religieux à nouveau, et ça m'a frappé si fort que du coup, je sais pas comment expliquer la chose. Mais ça a allumé quelque chose à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'était il y a quelques années, je me suis dit, ça se trouve, je suis le Messie, etc. Des fois, tu tombes dans des délires de fou, et je sais que je suis pas le seul à rentrer là-dedans. Et en fait, petit à petit, en continuant à avancer sur l'épuration de ton ego, d'une certaine manière, tu dis, mais en fait, je me racontais quand même des bonnes histoires. Je pensais être sorti de la matrice, mais je suis tombé dans une autre matrice où je me prenais pour je sais pas qui. Au fur et à mesure de la vie, et je sais que j'ai encore du travail à faire là-dedans, je posais l'intention de me remettre à ma place au sein de cet écosystème qu'est le monde, l'humanité et la vie. Et me dire que je suis exceptionnel, que je suis un enfant arc-en-ciel, que je suis un enfant indigo ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste me mettre une étiquette de plus parmi toutes les étiquettes que la société peut nous coller, et venir renforcer de la dualité. Du coup, moi, je suis enfant arc-en-ciel. Ah, toi, t'es 0,3 de moins que moi. Tout est dans le tout et le tout est dans tout. Et à nouveau, si je mets de la hiérarchie là-dedans, je nomme et je valide la séparation. Tout ça, c'est moi. Quand je dis moi, c'est pas Alexis Quash. Je sais pas quel autre mot mettre là-dessus, mais tout ça est. Ce serait peut-être le meilleur terme. Tu es. T'es aussi divin que ce micro. Je suis aussi divin que cette feuille, que chaque atome qui compose cette pièce. Et il n'y a pas Alexis Quash ou Hugues, je sais pas ton nom de famille, qui est plus exceptionnel que quelqu'un ou quelque chose d'autre. On est tous l'expression du divin. Et si on commence à rentrer dans de la hiérarchisation de moi je suis cristallin, je suis pléiadien, je viens d'Orion, etc., on rentre dans des délires de séparation et où on vient se bouffer, se gonfler notre ego à dire qu'on est exceptionnel, tu vois. Alors qu'en soi, tu vois, je pense que permettre au sacré de se réinstaller dans ce monde, c'est juste être un vecteur et être le pinceau. C'est être le pinceau de quelque chose qui transcende ce que tu crois être, le laisser s'exprimer librement à l'intérieur de toi. Et grâce au souffle, grâce à la respiration et grâce à la maîtrise justement de ton énergie vitale, et permettre à ouvrir davantage tes champs, tes portes, tes canaux, tu crées davantage d'espace, tu apprends à te diluer dans la conscience cosmique ou peu importe comment on l'appelle, et à simplement redevenir
une cellule au sein de cet écosystème. C'est comme la cellule, elle pourrait se dire, je suis exceptionnelle, je suis différente de ma voisine. Du coup, je me ferme, je suis pas comme les autres. Sauf qu'en se fermant, elle a plus accès à l'entièreté du réseau cellulaire qui est autour. Et donc, du coup, de l'énergie du corps tout entier. Et elle croit qu'elle peut survivre juste avec sa propre énergie, sauf qu'elle va s'éteindre d'elle-même assez rapidement, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent, corporellement parlant. Et quand je parle de dilution, c'est juste un instant lâcher le besoin de devoir être quelqu'un ou différent des autres et juste reprendre en considération que je fais partie de ce tout, qui a une force, qui peut passer à travers moi, et que quand je lui laisse de l'espace, et que quand en plus de ça je la calibre avec mes valeurs, et ce qui est important, je vibre, et je suis en extase, et en expansion totale. Les gens le ressentent, et ça les élève aussi. Voilà. Merci de cette honnêteté, en fait. C'était vraiment très, très important de ce message, donc c'est le message que tu portes. Il y a un côté vraiment aussi très artistique dans ce que tu as dit, de création artistique, en fait, d'être le messager, le pinceau, C'est etc. ça, Donc c'est vraiment chouette et parlant. Et quelle transformation tu as vu le plus dans les personnes qui sont venues à tes stages origine? Donc, est-ce que tu as quelques exemples de transformations vraiment importantes? Déjà, moi, ce qui me touche fondamentalement, c'est quand les gens se disent, grâce à quelques exercices de respiration, waouh, pour la première fois de ma vie, je me sens moins, enfin, je me ressens profondément dans ce que je suis pour la première fois de mon existence. Donc ça c'est la chose qui me touche le plus, c'est quand je ressens et vois les gens être connectés à ce qu'ils sont dans l'essence et fondamentalement. Maintenant, en termes de transformation pragmatique, ma mère, par exemple, qui a fait pas mal d'événements et aujourd'hui elle travaille avec moi dans mes espaces aussi, qui à la base s'est intéressée à tout ça pour m'en sortir, parce qu'elle croyait que j'étais tombé dans des sectes, etc. Tu vois, et elle a dit, ok, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Je vais aller voir un peu tout ça, sauf qu'elle est tombée dans la marmite plus. Elle était là au congrès. Elle était là aussi. au congrès. Et en gros, elle avait un fibrome, donc elle devait se faire retirer l'utérus parce que des hémorragies dangereuses. Elle est venue faire c'était son deuxième stage, non, son premier, c'était son premier. Elle a reçu un cleansing, donc les soins énergétiques qu'on fait, elle a fait les respirations, etc. Plus de saignement. Elle est retournée voir son chirurgien. Le chirurgien n'a pas compris. Et à l'heure actuelle, elle a son utérus alors qu'elle devait se le faire retirer dans le mois, tu vois. Donc ça, c'est des rémissions physiques, mais je parle pas trop de ça sur la scène publique parce que je suis pas médecin. Et j'ai pas envie d'employer des termes ou de faire des promesses qui sont beaucoup trop subjectives et dont je ne suis pas étiqueté comme étant légitime à pouvoir prôner. Donc je mets juste en avant les faits. Des personnes, leur vue, elle s'améliore. Des personnes, leur taux de globules blancs qui était au plus bas depuis 17 ans, au bout de 3 jours, remonte à la normale. Des personnes qui étaient sous antidépresseurs depuis 2 ans, une semaine après, ne prennent plus leur traitement. Donc ça, des personnes qui n'osaient pas appeler le dentiste ou aller faire leurs courses toutes seules, qui aujourd'hui font son coach et au bout de quelques années, parce qu'il y a eu un vrai process, je les ai accompagnés aussi, et font des scènes et des prises de parole en public alors qu'elles n'osaient même pas prendre le téléphone ou aller faire leurs courses toutes seules. Il suffit de venir à tes stages, en fait. Il suffit de venir à un stage. Il y a pas mal de témoignages aussi sur le site. Donc tu es également entrepreneur, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Tu avais aussi des coachs dans l'entrepreneuriat que tu émettais l'intention d'être mentor. Qu'est-ce que tu peux dire aux dirigeants aussi qui n'osent pas, en fait, aussi se rapprocher de ce côté invisible aussi et qui pourrait leur apporter beaucoup? Déjà se connecter à la raison d'eux. Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Tu vois, l'idée, c'est, quand on s'intéresse à tout ça, c'est pas pour aller se percher en haut d'une montagne ou quoi que ce soit. C'est, comme tu le vois, je suis quelqu'un qui est aussi très dans la matière, très pragmatique aussi. Tu vois, le but du dev perso, de la spiritualité, de mon regard en tous les cas, c'est comment je peux exprimer le mieux possible ce que je suis dans le monde. Et beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui par difficulté d'exprimer ce qu'ils sont véritablement. Que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme, femme, peu importe. Et donc du coup, avant d'être un chef d'entreprise, je suis un être humain qui a des besoins, des envies, des traumas, des choses à régler, des blocages, enfin tout un tas de choses. Des forces, des compétences, des valeurs. Et tout un tas d'autres choses. Mon entreprise, ma santé, mon couple, mes finances, mes relations sont la conséquence et l'expression de ce que je suis fondamentalement moi. Et le but de tous ces travaux-là, c'est simplement comment être encore plus moi. Et au-delà d'être encore plus moi, comment être encore plus heureux en exprimant qui je suis et ce que je suis. Et donc du coup, c'est pour ça la première question, c'est pourquoi je vais pas
à nouveau, je vais pas les convaincre à aller m'embêter dans aller faire de la prospection dans toutes les entreprises pour aller prêcher des, je sais pas comment on dit là, c'est des causes non prêchables, je sais pas comment on dit ça. Des causes perdues. Ouais, des causes perdues, t'as compris ça. Mais juste se poser la question, pourquoi aujourd'hui tu aurais envie et ou besoin de faire ce travail-là. Je fais une petite parenthèse, en aucun cas je dis que les chefs d'entreprise sont des causes perdues. Parenthèse fermée. Personne n'a compris. Parce que je suis chef d'entreprise aussi, de 2 entreprises, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais donc du coup, voilà, le pourquoi, ensuite la perception de la chose, et ensuite trouver le bon sentier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture. On a tous mille et une manières d'expliquer la chose, mais on va tous dans la même direction. C'est-à-dire chercher à s'accomplir, à se sentir bien, à être en santé. D'exprimer sa singularité. D'exprimer sa singularité dans le monde tout en se sentant relié au monde. Donc être heureux, c'est exprimer sa singularité seulement, ou comment on peut aussi rendre plus heureux les autres, en fait, d'avoir cette connexion. Subjectif. Hein. Là, tu vois, par rapport à ça, j'ai juste envie de te répondre que chacun trouve sa propre réponse. Et c'est une des choses majeures que je cherche à enseigner à travers les différentes approches que je peux développer, c'est permettre à tout à chacun de pouvoir aller explorer sa propre quête et trouver son propre trésor. Donc je suis personne pour dire, et personne n'est personne pour dire ça te rendra heureux. C'est juste toi, qu'est-ce qui va avec intention et volonté, avec désir ardent à la quête de toi, même si ça prend des années. La vie est ton plus grand enseignant, même au-delà de tous les concepts spirituels dev perso, juste il suffit de regarder autour de toi. Qu'est-ce qui, quand tu le fais, le temps et l'espace se diluent et le temps disparaît? Qu'est-ce qui, quand tu le fais, tu gagnes de l'énergie? Qu'est-ce qui, quand tu le fais, tu sens une chaleur ou un sourire se mettre sur ton visage? En quoi tu es bon naturellement? Qu'est-ce que les autres te disent en quoi tu es doué, etc. Il suffit juste de regarder autour de soi. Donc tu regardes autour de toi, tu sens ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend. Et toi, comment tu équilibres ta vie? Est-ce que tu as besoin aussi du lien? On l'a bien senti. Et puis, quelles sont tes occupations qui te donnent de l'énergie? Dans ma singularité, du coup, je suis ce qu'on peut appeler un solitaire sociable. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour me recharger dans mon aura et dans mon énergie, tu vois. Mais en même temps, j'aime être dans le monde et recevoir, donner, enseigner, etc. Tu vois. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce rythme d'expansion et de condensation, ce rythme yang et yin, qui est une des lois fondamentales de cet univers, où il y a une logique d'expansion et une logique de condensation. Il suffit de regarder la nature, l'été, expansion, hiver, condensation, gestation, la nuit, expansion, le jour, expansion, la nuit, condensation. Donc le monde respire tel que notre souffle. Je prends de l'extérieur vers l'intérieur, mouvement yin, j'expire, mouvement yang, de l'intérieur vers l'extérieur. Et notre vie, elle est gouvernée de la même manière. On a des phases yang. Dans la journée, on a envie de faire des choses, on a de l'énergie, etc. Et il y a des moments de la journée, on est plus yin. On a plus envie de silence, de retour à soi. Et c'est un peu imbriqué comme des poupées russes, où certes, ça peut se faire au sein d'une journée, mais ça peut se faire sur un trimestre ou pendant quelques semaines, là, j'ai besoin de temps pour moi. Tu vois, cet été, il était très introspectif. Pendant 2 mois, j'étais dans ma grotte, un petit peu, faire des choses qui me font du bien. Alors que juin, avril, enfin tout le début d'année jusqu'à juin, j'étais en mode machine de guerre. Septembre, octobre, j'étais full yang. Et là, je reviens à quelque chose d'un peu plus yin, mais je suis prêt là à repartir assez rapidement. Et plus tu écoutes ce que ton être a besoin dans l'instant présent, plus tu arrives à être en congruence avec tes phases intérieures et à respecter ton rythme intérieur. Donc, quel est ton rapport avec la nature ? Là, tu reviens d'exploration donc dans la région d'Annecy et en famille. Donc, il y a le côté à la fois familial, quel est ce paramètre-là dans ta vie, et puis le côté aussi nature. En soi, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'équilibre. Comment tu trouves l'équilibre dans tout ça ? Je crois pas trop à la notion d'équilibre qui excuse-moi, j'ai pas le terme, par rapport à la permanence, en fait. Ouais, l'équilibre sous-tend, en fait, le fait que ce soit 50-50, d'une certaine manière. J'appréhende beaucoup plus les choses avec une notion d'harmonie, où je vais créer des déséquilibres, justement. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai mis du focus sur mon dev perso, ma spiritualité, ma carrière et mes finances, parce que j'avais besoin de ça pour me construire identitairement en tant qu'être et en tant qu'homme aussi. Dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, tu te cherches beaucoup, tu te poses beaucoup de questions et tu as besoin de te construire. Et donc, du coup, j'ai mis le côté familial et social pas mal de côté pendant un moment, notamment familial.
Et là, j'ai franchi certains caps que je cherchais à atteindre pendant des années pour pouvoir accueillir comme il se devait ma famille, vivre des moments de qualité profonds et avoir l'espace émotionnel et énergétique de les accueillir, chose que je n'avais pas avant parce que j'étais beaucoup trop focalisé sur moi, sur mon pro et sur ce que je sentais que j'avais à accomplir au-delà de la famille. Et j'avais besoin de m'affranchir aussi de la famille à un certain niveau, de ces dogmes, de ces conditionnements, de ces programmations. Donc c'était prendre de l'espace pour revenir en force. Ça ne veut pas dire que j'ai disparu, mais je nourrissais moins cette sphère famille. Et du coup, la nature a toujours fait partie. Pour moi, la nature, c'est ce qui te recalibre directement avec l'essence même des choses, tu vois. Silence, immobilité, souffle, alignement dans cet environnement de la nature. Et là, il y a tout qui se remet en place, quoi. Donc tu agis pour toi-même et tu agis pour les autres dans ton quotidien. Très important. Très, très important. J'étais beaucoup connecté au syndrome du sauveur. Pendant longtemps, j'ai fait passer les autres avant moi, tu vois. J'ai appris sur le tas, essais-erreurs, que je devais m'oxygéner avant toute chose et qu'il était fondamental que j'ai des pourquoi et des raisons personnelles et des pourquoi et des raisons impersonnelles. Donc oui, je te parle beaucoup d'unité, beaucoup du monde, etc. Et c'est ma mission première. Mais avant toute chose, ce que je veux, c'est être en santé, ne pas être malade, avoir une vitalité qui soit en place, tu vois. C'est avoir un style de vie dans lequel je me sens inspiré et je puisse laisser la créativité fleurir dans mon monde intérieur et rencontrer des personnes stimulantes et inspirantes, tu vois. Donc oui, effectivement, j'ai appris à me donner et à recevoir énormément. Et plus je me donne et je reçois avec justesse, plus je peux donner aussi avec puissance, abondance et justesse aussi. Tu as vraiment une capacité à voir le monde de très loin et puis de le faire revenir dans le très petit. J'ai beaucoup travaillé, ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi que tu peux vraiment apporter, une grande valeur. Et comment tu vois le monde? Est-ce que tu vois le sens où va le monde? Quelle est un peu ta perception par rapport à ça? Comment tu visualises le monde dans quelques années avec cet éveil et avec... Par rapport à ça, à nouveau, ça dépend de la croyance du jour que j'ai envie d'adopter. Des fois, je suis très en mode on va sauver le monde, faire redescendre le sacré ici parce qu'il en a besoin. Et des fois, je mets énormément de jeu dans l'enjeu, justement, en me rappelant que tout ça est une illusion collective. J'ai vécu certaines expériences, en fait, si tu veux, chamaniques, avec certaines médecines, notamment de plantes, etc., qui m'ont permis d'avoir des projections de conscience et astrale très, 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 très vastes, éloignées et larges. Et à revenir après, dans le processus d'intégration, me dire, mais punaise, Alex, ça fait des années que tu es en mode guerrier de lumière, on va ramener la lumière ici, etc. Mais en fait, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre, enfin, tout ça, c'est intriqué, c'est imbriqué, il y a besoin des deux. Et au-delà de il y a besoin des deux, il y a des deux. Parce qu'on est dans cette 3D, on est dans ce monde duel, tu vois. Donc à nouveau, je fais très attention avec tout ce que j'entends sur beaucoup de podcasts ou de gens qui disent oui, là c'est le moment de l'apocalypse ou l'éveil des consciences qu'on attendait depuis longtemps. Ou juste focalisons-nous sur l'instant présent, faisons en sorte de vibrer le mieux possible. Les choses bougent, les choses changent. Il y a des prophéties depuis la nuit des temps. Juste connectons-nous à notre responsabilité et apportons-la dans notre foyer et dans notre environnement. Donc, effectivement, si je suis dans la perception A, le monde a l'air de se digitaliser, IA dans tous les sens, puces dans le cerveau et compagnie, ça fait peur. Il va y avoir des enjeux avec l'eau et des ressources de base aussi qui vont arriver très rapidement, je pense. Des mouvements démographiques forts qu'il va falloir du coup anticiper et qui vont créer une forme de chaos sur le système qu'on peut voir actuellement. Il va y avoir des crises et des révolutions, ça c'est une certitude. Et on peut le voir de manière très personnelle et du coup être connecté à des choses émotionnelles fortes, ou alors on peut le voir avec beaucoup de recul et se dire mettons du jeu dans l'enjeu à nouveau dans tout ça. Nous ne sommes qu'un battement de cils dans l'univers. À l'échelle de l'univers tout entier, ma vie n'est qu'un micro-mouvement d'un battement de cils de l'univers, tu vois. Donc en soi, prenons les choses à cœur, mais pas tant que ça à nouveau, et faisons en sorte de porter au mieux le message. Donc je suis très optimiste, on en parlait tout à l'heure, dans la voiture, ouais, je suis très très optimiste quant à ce que peuvent être les choses. Si elles le sont, tant mieux. Si elles ne le sont pas, bah, j'aurais fait de mon mieux. Et j'aurais fait en sorte de m'amuser le plus possible sur le chemin, tu vois, en vibrant et en étant dans mon axe. Tout ce qui arrive, ce sont des événements.
Et après, C'est ça. on essaie de réagir C'est des événements. comme on peut avec la capacité du moment. C'est ça. Hein. Donc, c'est ta définition du sens de la vie, de pouvoir vraiment prendre le jeu aussi, et puis de s'amuser au mieux, et de vibrer en étant soi-même et en participant en étant avec les autres également. Exactement. C'est ce que je te disais à l'échelle d'une vie humaine. Ce qu'on catégorise comme étant négatif ou positif, c'est juste la manière dont on perçoit la chose. La beauté ou le miracle se cache dans le regard et l'œil de l'observateur, tu vois. Et le désastre se cache aussi dans l'œil de l'observateur. Donc, à travers cette notion de profondeur de vision, tu sais, je te montre un gland, par exemple, tu peux dire... je te pose la question, qu'est-ce que tu vois? Tu vas me dire un gland, ou à la limite, je vois ton truc, c'est un arbre. Je vois un arbre dans le gland. Et on peut aller encore plus loin. Je vois une forêt entière. Je vois des villages qui sont créés grâce à ce simple gland qui va créer une forêt, etc., etc. Et dans la profondeur de vision, si on voit au-delà de ce que semblent être les choses, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas à nouveau. Et peut-être que les pires chaos du monde peuvent être la plus grande bénédiction sur plusieurs dizaines, si ce n'est centaines d'années. Donc, gardons la bonne attitude, restons dans l'axe, restons branchés à l'énergie du corps, de l'océan, au sacré, tu vois. Portons ça du mieux qu'on peut et amusons-nous. En tout cas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, on a passé un très bon moment, Alexis. Donc, on a passé un très bon moment. Je ne sais pas si tu veux rajouter aussi quelque chose pour un nouveau message, mais en tout cas, c'était, je pense que tout le monde sera heureux de écouter, réécouter tous ces tips et toutes ces choses pour avancer, en tout cas. Bah écoutez, juste faites-vous confiance, ayez foi. Je ne sais pas quoi te dire de plus, si ce n'est tout ce que j'ai pu te dire, mais il y a vraiment cette notion dans tous les cas, ça ira bien, quoi. Si on croit fondamentalement que les choses vont bien se passer, ça va bien se passer. Juste faisons de notre mieux à chaque instant, quoi. Merci, Alexis. Et tu prévois un nouvel événement Origine Ouais, mois de mars. Et après, j'ai d'autres projets qui vont arriver pour 2026 que je garde secret pour le moment, mais qui vont faire le lien entre la spiritualité et l'humanitaire, notamment. Super. Et j'ai hâte. Ça, je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi et que c'est le timing. Ça fait 10 ans que ça mature, mais là, c'est le timing. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Super. Bah écoute, on a hâte d'en reparler très prochainement. Très prochainement. Merci, Alexis. Merci à toi. À bientôt pour une nouvelle interview sur la chaîne du Wellbeing Museum.